vraies voix Sud Radio. Avec 3 mots, Félix, qui sont visite, tollé et réquisitoire. Emmanuel Macron en visite au Maroc en appelle à davantage de résultats, notamment dans la lutte contre l'immigration illégale. Il réaffirme aussi au passage la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Israël provoque un tollé international après le vote d'une loi interdisant sur son sol les activités de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Et puis, oui, va-t-elle faire du Philippe Bilger? Kamala Harris doit prononcer ce soir un réquisitoire contre Donald Trump à une semaine du scrutin. Discours depuis le lieu où il avait lancé l'assaut du Capitole à Washington après sa défaite. Les vraies voix Sud Radio. Il était venu soigner les relations franco-marocaines, alors en visite d'État à Rabat, avant les sujets migratoires, avant les sujets qui fâchent. Emmanuel Macron a pensé au petit mot qui va bien à propos du Sahara occidental, ce vieux contentieux entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles. Et je pense au Sahara occidental. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Succès garanti, en tout cas quand on dit ça depuis le Maroc. Cette position n'est hostile à personne, précise tout de même le président Macron en regardant sans doute du côté de l'Algérie. Il a aussi annoncé des investissements français dans ce territoire disputé entre les deux pays, le Sahara occidental. Voilà, ça c'est pour la pommade donc à ses hôtes marocains. Mais le chef de l'État en a aussi appelé au Maroc à plus de résultats, notamment sur l'immigration illégale. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Chacun voit bien que cette question est aussi une question de confiance réciproque. Elle constitue pour beaucoup de Français une attente des plus fortes. Nous avons besoin de davantage encore de résultats. Je pense aussi à notre partenariat en matière de sécurité, de lutte contre les trafics de toute nature qui minent nos sociétés et menacent nos États. Lutte contre le terrorisme aussi, qui doit continuer de nous unir inlassablement. Lutte contre la criminalité organisée et en particulier contre le narcotrafic qui gangrène nos territoires et nécessite une coopération judiciaire très étroite et encore plus rapide. D'ailleurs, au-delà de ce discours d'Emmanuel Macron devant Mohamed VI, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau rencontrait cet après-midi son homologue marocain pour échanger sur ces sujets, notamment des retours des Marocains lorsqu'ils sont en situation irrégulière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'était beaucoup rafraîchi entre Rabat et Paris, et on a l'impression que là, c'est marche arrière toute. Il a fait tout ce qu'il fallait, puisqu'il a reconnu de manière ostentatoire le Sahara occidental. Et ce qu'il vient de dire, au fond, ça me fait penser à du Retailleau mou, quoi. Voilà. Vous voyez que je ne peux pas me passer de citer. Du Retailleau mou, on sait pas ce que ouais, non mais moi je trouve que Emmanuel Macron... Il va devenir adjoint au ministère de l'Intérieur, je pense. Je lui souhaite parce que... Ministre de l'Intérieur, j'adorerais. Ça fait longtemps en plus qu'on attend l'action de Bruno Retailleau. Je m'occuperai de l'extérieur et de Philippe David, Non, moi je trouve que Emmanuel Macron fait de l'enfonçage de porte ouverte un petit peu sur ce sujet. Je suis très content qu'il se soit enfin rallié au Maroc après avoir mené une politique plutôt pro-algérienne pendant des années. Aujourd'hui, je dirais que sa position est largement partagée. Même Jean-Luc Mélenchon est plutôt rallié au récit du Sahara occidental sous souveraineté marocaine, même si évidemment les insoumis sont divisés sur la question, mais lui en tout cas a plutôt la position de François Mitterrand qui était celle-là, et des socialistes à partir de 1980. Après, tous les problèmes qu'il y a eu avec le Maroc ont été créés par Emmanuel Macron, donc j'ai envie de dire que le minimum c'est qu'il les résolve. C'est de réparer, oui. Dernièrement, quelle est sa crédibilité sur la scène internationale? Je vous rappelle que le Maroc est un royaume millénaire et que les rois qui gouvernent, je dirais, ils sont pour des dizaines d'années, donc ils attendent aussi de la stabilité diplomatique et je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait une grande crédibilité en la matière. Voilà. Farid Temsamani. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit parce que en réalité Emmanuel Macron a mis du temps à comprendre que ce royaume, qui est quand même la deuxième monarchie la plus vieille de la planète avec le Japon, et commandeur des croyants, exactement. Et donc du coup, un certain nombre de bévues avaient été réalisées. Effectivement, le flirt avec Alger et finalement il n'a pas réussi à avoir les fruits de ce flirt-là. Mais néanmoins, cette position sur le Sahara occidental, dont la France est quand même relativement responsable, historiquement parlant, est quand même une logique, en tout cas pour le Quai d'Orsay, assez compliqué à accepter. Et je pense qu'en fait, ça va être, après l'annonce de Trump il y a quelques années, finalement un élément qui va être perçu de manière beaucoup plus fondamentale qu'on le croit, en tout cas en France.
Allez, le deuxième mot, tollé, celui provoqué par le vote d'une loi en Israël. Oui, les inquiétudes, les condamnations s'expriment de la plupart des capitales, y compris occidentales, après le vote d'une loi israélienne interdisant sur son sol les activités de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Inacceptable, vient par exemple de lancer la ministre britannique du développement. Quant au porte-parole de l'UNICEF, James Elder, il se dit très inquiet quant à la pérennité des activités de l'UNICEF à Gaza. L'aide que nous distribuons dans la bande de Gaza est en grande partie soutenue par l'UNRWA. Pour être très clair, si elle n'est pas en mesure de fonctionner, il est probable que le système humanitaire s'effondrera à Gaza. L'UNICEF serait alors dans l'incapacité de distribuer des fournitures vitales. Je parle ici de vaccins, de vêtements divers, je parle de kits d'hygiène, de kits de santé, d'eau, d'assainissement, de soins contre la malnutrition. Nous savons encore une fois que nous frappons à la porte de la famine pour tout ce qui concerne les fournitures nutritionnelles. Une telle décision signifie donc qu'une nouvelle façon de tuer les enfants a soudainement été trouvée. Le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, avec la traduction de Majid Deimat. À Gaza, la défense civile annonce 93 morts et 40 personnes sous les décombres après une frappe sur un immeuble de 5 étages la nuit dernière. L'armée israélienne fait part de son côté de la mort de 4 soldats au nord de l'enclave. Un mot, Michael Sadoun. Bon, je pense déjà que l'UNRWA s'est pas mal décrédibilisé. On a quand même découvert depuis le 7 octobre que certains de ses membres avaient été partie prenante pendant les massacres du 7 octobre. Ensuite, j'espère qu'Israël, évidemment, continuera à faire entrer une aide humanitaire. Je suis totalement en désaccord avec ce qui est dit par ce porte-parole. Évidemment que la volonté d'Israël n'est pas de tuer les enfants. Si c'était le cas, je peux vous dire qu'on aurait vu la différence depuis. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. L'ONU s'est globalement décrédibilisée dans la gestion de ce conflit, donc je pense qu'elle n'a aucune légitimité. Surtout quand on sait qu'elle a participé à ce genre d'activité. Voilà. Je fais confiance à Israël, mais je note tout de même une tendance à soupçonner les institutions qui ne sont pas totalement favorables à sa cause. Tu penses que c'est illégitime ? Moi, je trouve que l'ONU s'est pas mal décrédibilisée. Bon, on pourra en reparler, mais... Allez, le troisième mot. Troisième mot, Kamala Harris est en phase de bilgérisation accélérée puisqu'elle va faire son réquisitoire final à une semaine du vote, jour pour jour. Avec un message, tournons la page Trump, retrouvons notre optimisme. Le message que Kamala Harris devrait adresser aux Américains dans un discours à Washington et à l'endroit même où Donald Trump avait harangué ses partisans le 6 janvier 2021, juste avant l'attaque du Capitole. Et les violences mortelles qui en avaient suivi Donald Trump à l'époque où il avait refusé donc cette victoire de Joe Biden il y a 4 ans, séquence dans tous les esprits aux États-Unis à une semaine du nouveau scrutin, dans cette dernière ligne droite hyper serrée, car l'ancien président a de nouveau clairement dit que s'il perdait, ce serait forcément dû à une triche des démocrates. Ses partisans se préparent donc à des contestations massives en cas de défaite, notamment dans les comtés des États clés des swing states. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous.